Le second débat présidentiel était censé avoir lieu aujourd'hui, 15 octobre, entre le président sortant et l'ancien vice-président, entre Donald Trump et Joe Biden. Cette seconde confrontation n'aura pas lieu. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir, en visioconférence, le docteur Georges Michel. Vous le connaissez, il commente l'actualité américaine et les élections en particulier depuis 40 ans. Médecin, journaliste, écrivain. Bonsoir, docteur Georges Michel. Bonsoir Serge, comment allez-vous? Eh bien, ma foi, on fait aller, comme on dit ici. Alors, venons-en aux États-Unis d'Amérique. Le second débat, annoncé pour aujourd'hui, n'aura pas lieu. Qu'est-ce qui s'est passé, finalement, en quelques mots? Je pense que le président Trump, contagieux avec son virus, les démocrates n'ont pas voulu prendre de chance de contaminer leur candidat. Parce qu'on ne sait jamais. Les jours de malchance, tout peut arriver. Ouais. Vous vous imaginez Joe Biden attraper le virus de Donald Trump et mourir, c'est quelque chose d'impensable. Donald Trump est possiblement contagieux, même si la science dit le contraire. Et Joe Biden est vraiment trop précieux à cette phase des débats pour les démocrates pour qu'ils puissent permettre de le perdre. Donc, de ce côté-là, on aurait pu avoir un débat télévisé. Comme Trump ne peut pas faire son cirque avec le Zoom et ne peut pas agresser son adversaire comme il l'a fait la dernière fois, ça ne l'a pas intéressé de faire ce deuxième débat. Je ne sais pas si le troisième débat sera maintenu, mais on prévoyait ça. Et c'est la raison pour laquelle le débat entre les deux candidats à la vice-présidence était si important. Et oui, c'est le vrai débat de la campagne. On ne sait pas pour le troisième débat, nous allons suivre pour voir comment se déroulent les choses. C'est ça, mais apparemment les deux partis campent sur leur position. Trump ne veut pas entendre parler de visioconférence et Biden, de son côté, ne tient pas à se trouver sur scène en présence de Donald Trump. Donc on est devant un cas d'impossibilité finalement. Je crois qu'il faut prendre ses précautions. Avec ce virus, on ne plaisante pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donald Trump a été très chanceux d'avoir la vie sauvée. Il aurait pu aussi mourir vu son âge et son état de santé, son obésité. La belle Melania a été affectée, mais moins que son mari. Oui. Il semble, d'après ce que dit la presse, que le petit baron Trump, leur fils, a été atteint par le virus et est négatif présentement. C'est toute la famille Trump qui a été attrapée par cette maladie terrible. Oui, mais pendant ce temps-là, lui, Donald Trump continue ses meetings en public où aucune des mesures de précaution n'est respectée. Je crois que ceci le dessert parce que l'un des principaux reproches qu'on peut lui adresser aux États-Unis, c'est d'avoir, à tort ou à raison, mal géré la crise du virus. Nous sommes dans une situation qui rappelle la situation de l'élection présidentielle de 1932, où le président républicain Herbert C. Hoover cherchait un second mandat, cherchait la réélection, et où le challenger Franklin Delano Roosevelt, gouverneur de New York, avait le vent en poupe. Pourquoi? À cause de la Grande Dépression, à tort ou à raison, les Américains rendaient Hoover responsable de cette Grande Dépression. Et Hoover a perdu les élections en ne remportant que 6 États et 59 mandats électoraux. Toute la carte des États-Unis était démocrate. Je pense que ce ne sera pas le cas ce coup-ci. Même si Trump perd l'élection, il va faire un meilleur score que Herbert Hoover. Et je crois que les chances ne sont pas en sa faveur dans cette élection parce que il y a deux catégories d'électeurs qui sont importantes et avec lesquelles on est obligé de compter pour gagner une élection présidentielle. Ce sont les modérés et les indépendants. Je ne pense pas que Trump ait séduit la majorité des modérés ni la majorité des indépendants. L'électorat de Trump, comme disait Gérard Haro, ancien ambassadeur de France qui est dans le point, il voulait Donald Trump jusqu'en enfer. Mais vos fanatiques, vos partisans ne suffisent pas à vous faire gagner une élection présidentielle aux États-Unis. Ceci est vrai aussi des élections conditionnelles du Parti démocrate. Pour l'apport des voix des modérés et des indépendants. C'est là que se joue l'essentiel de la campagne. Oui. Je ne pense pas
que ces deux catégories soient majoritairement en faveur de Donald Trump. Oui. Elles ont plus tendance à pencher en faveur du candidat Joe Biden. Bon, il y a les modérés, il y a les indépendants, et puis il y a aussi les indécis, surtout, qui n'ont pas encore choisi leur camp. Vous savez, Serge, dans une élection comme celle-là en particulier, la fourchette des indécis se réduit extraordinairement sérieusement. Par exemple, lors de l'élection présidentielle de 2004, il n'y avait que 1% d'indécis. Ce sont ces 1% d'indécis qui ont donné la victoire à George Bush en laissant au président Bush le bénéfice du doute pour un second mandat. C'est comme ça que Bush a été réélu avec ce 1%. Et nous l'avions annoncé plusieurs semaines auparavant à Radio Métropole, dans nos émissions préliminaires. Je ne pense pas qu'il y ait des indécis dans cette campagne. La campagne est polarisée. L'électorat, à mon avis, a déjà tranché. Et oui, il n'est que d'attendre le soir du 3 novembre pour connaître le résultat de cette élection. C'est ce que dit la presse américaine. J'entendais un commentateur il y a 2 jours disait que jamais dans l'histoire des États-Unis le nombre d'indécis n'a été aussi faible. Je suis d'accord avec ses confrères de la presse américaine, c'est mon opinion aussi. Je crois que les indécis seront moins de 1% de l'élection présidentielle de 2004. Et les partis ont été pris, les positions sont tranchées et chacun a sa religion éclairée et s'apprête à voter selon sa conscience le 3 novembre. Selon sa conscience et surtout selon son idéologie, car c'est plus une question... Et je voulais signaler quelque chose pour vous, Serge. Même si Joe Biden est élu, il n'y a pas de virage idéologique aux États-Unis. La carte idéologique des États-Unis va rester à peu près pareille. Oui. Simplement, il y aurait un consensus entre les modérés et les indépendants pour se mettre avec les démocrates pour chasser Trump de la Maison-Blanche dans cette élection de 2020. Mais en 2021, quand Biden prendra le pouvoir, vous allez avoir une véritable foire de poing dans son gouvernement entre les différentes factions du Parti démocrate. C'est une coalition large, anti-Trump. Ce n'est pas une coalition pour Biden. Biden va avoir tous les problèmes du monde pour gouverner et possiblement qu'aux élections de 2024, les républicains feront encore parler d'eux. Mais je pense que la majorité des Américains, c'est une opinion personnelle, est en faveur du départ de Trump au mois de janvier prochain. Oui. Enfin bon, ce qui est à peu près certain aussi, c'est que les élections de 2024 ne concerneront ni Donald Trump ni Joe Biden. Ah, vous ne savez pas pour Biden, on peut toujours être atteint par le virus du pouvoir. Biden peut dire qu'il va être un président d'un seul terme, ça reste à prouver. C'est si facile de se représenter, si facile d'être élu quand on a bien gouverné pendant 4 ans. Ça, je ne mettrai pas ma main au feu. Mais je pense qu'en 2024, Donald Trump ne sera pas le candidat du Parti républicain et qu'on aura un républicain un peu plus modéré et un peu moins flamboyant que Donald Trump. Oui. Un homme comme Paul Ryan, par exemple. Très bien. Il a mis en réserve du parti. Bon, eh bien, Georges Michel, merci de ce petit tour d'horizon, comme d'habitude, très précis. Et puis, bon, comme vous l'avez dit, on attend de savoir si le 3e débat présidentiel aura lieu. Sinon, eh bien, rendez-vous au 3 novembre. À très bientôt, Serge. Je pense qu'avant le 3 novembre, on pourra faire un petit point, un petit round-up, une petite synthèse pour les auditeurs et les téléspectateurs de Radio-Télé Métropole. Avec très grand plaisir, Georges. Allez, bonne fin de journée. Serge, et à la prochaine. Au revoir. Serge et Donald Trump a eu la chance d'avoir quelques voix aux bons endroits, aux bons états pour être élu. Hillary a eu trop de voix en surnombre en Californie qui ne lui ont été d'aucune utilité. Oui, 3 millions. C'est parce que les voix d'Hillary étaient mal équilibrées qu'elle n'a pas été élue président. Oui. Donald Trump a eu la chance d'emporter la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. 3 États que Hillary pensait remporter haut la main, ce qui n'a pas été le cas. Voilà ce qui a causé l'élection de Donald Trump la dernière fois. Oui.
Oui, parce que rappelons que Hillary Clinton, dans le vote populaire, avait 3 millions de voix d'avance sur Donald Trump. Ces 3 millions de voix se trouvent en Californie, C'est ça, oui. Et pas ailleurs. Voilà. Donc ça sert à quoi? Puisque aux États-Unis, l'élection présidentielle, en réalité, c'est 51 élections présidentielles séparées. Exactement. Et les votes ne franchissent pas les frontières des États. Le ça. vote émis en Californie reste en Californie. Le vote émis à New York reste à New York. Le vote émis en Floride reste en Floride. Exactement. Et quiconque remporte un État remporte toutes les voix des grands électeurs de l'État. Ça ne se fait pas à la proportionnelle. Celui qui remporte un État remporte l'ensemble des grands électeurs de cet État. Exactement. C'est ce que je viens de dire. D'accord, Georges. Bonne fin de journée et encore merci. Et à très bientôt, Serge. Au revoir. Voilà, donc jusqu'à la prochaine fois.